Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Aujourd'hui, pas d'invité. On a des bonnes histoires dans les dernières semaines, mais on voulait vraiment y aller pas d'invité parce que, premièrement, il y a toutes sortes d'histoires à raconter. Des jeunes qui reviennent, le collégial est sur la fin aux États-Unis où il vient tout juste de finir. Donc, il y a des jeunes Québécois qui reviennent dans la région, notamment Émile Bois, par exemple, qui va jouer avec les Capitals de Québec. Donc, il y a des bonnes histoires à raconter. Et en plus, ben, on est dans la première partie de la saison pour la plupart. La saison de baseball mineur est finalement commencée. Puis, on voulait discuter justement comment on voyait ça comme entraîneur, la philosophie de développement qu'on allait avoir dans la saison. Philosophie de développement, philosophie, comment on fait pour gagner un match, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui est offert dans les formations de Baseball Québec, mais veut pas, on a la chance d'avoir quelqu'un d'expérience avec nous. Fait qu'on on va en profiter pour discuter d'une manière un peu plus philosophique côté coaching. Fait qu'on commence le show à l'instant. Juste avant qu'on commence le show, hier, je jouais aux Quatre Chevaliers et le président du tournoi de baseball moustique, Édouard Dussault, m'a accroché. Il m'a dit Yann, j'aurais besoin que tu parles à ton monde sur ton podcast. Parfait, Martin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ils ont eu des cancellations dans leur tournoi. Donc, le tournoi se déroule du 17 au 23 juillet. Dans le moustique, évidemment, le 11U. Dans le A, il manquerait 2 équipes présentement et il manquerait une équipe dans le B. Donc, il y a des places disponibles au tournoi Moustique Édouard Dussault, qui est un tournoi tout simplement fantastique du 17 au 23 juillet. On préférait des équipes de la région de Québec, évidemment Rive-Sud aussi. Là. Tout le monde comprend que c'est la grande région de Québec qu'on recherche de leur côté. Donc, si vous êtes intéressé à ajouter un tournoi dans votre été, dans le calibre 11UA, 11UB, il resterait 2 places au tournoi Édouard Dussault. Communiquez avec l'équipe du tournoi, avec Martin Dufault, pour plus de détails. Merci. Yes, JP. Fait que cette année, coaching de ton côté, on parle du U13. U13. Puis oui, on peut-tu dire puis oui dans le podcast? Ouais, ouais. Ben, nous autres podcasts, c'est bar open. On peut dire ce qu'on veut demain après. Oui, puis oui. Puis oui, U13, effectivement. Puis oui, 2A, de ton côté avec les Monarques. On a coaché ensemble l'année passée dans le Moustique, 2A pour les Monarques. Moi, de mon côté, cette année, je vais coacher dans des ambassadeurs au niveau Pee-Wee dans le A et également assistant coach dans le Bantam 2A au niveau des riverains de Rivière-du-Loup avec un bon ami qui est Rémi Lévesque. Euh, Développement. Tout le monde dit qu'il veut coacher pour le développement, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Bonne question. Je suis content qu'on commence comme ça, Yann. C'est pas évident quand même. Là, on le dit, je pense qu'on va donner notre opinion avec humilité. Puis s'il y a certains entraîneurs, certaines personnes qui veulent acheter ça, bien tant mieux. Mais bon, je suis content parce que, oui, évidemment, je m'occupe du sport-études, puis j'ai coaché certains niveaux pendant les 20 quelques dernières années, mais je suis revenu à la base via mon garçon, novice, atome, moustique. Puis oui, je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense que, je pense que je suis un meilleur entraîneur d'avoir pu toucher aux deux niveaux, puis de comprendre un peu la réalité des associations, des terrains, de ça. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai la chance de côtoyer un paquet de bons coachs, de bonnes personnes, de bons parents qui veulent juste le mieux. Fait que ça, c'est super. Après ça, on peut donner nos conseils humblement. Puis, mais c'est sûr que développer, c'est pas évident de développer. L'attrait de la victoire est gros. L'attrait de la victoire est gros, veut pas, même si, comme tu dis, on dit ah, c'est pas grave, pas grave, pas grave. Quand c'est le temps de prendre une décision, est-ce que je laisse ce petit lanceur-là, pareil, finir sa manche? Puis oui, c'est compliqué, mais est-ce Ouais, que, puis OK, c'est à son. Ouais, vas-y, excuse. est-ce que développer, ça a été égal envers tout le monde? Donc, est-ce que tous les joueurs doivent jouer à l'arrêt-court? Est-ce que tous les joueurs doivent aller catcher, par exemple? Tu sais, à un moment Ouais, donné, ouais. la définition de coacher pour développer, il faut être très clair avec l'équipe d'entraîneurs qu'on va avoir, mais il faut aussi être très clair avec le groupe de parents qu'on va avoir pendant l'été. Là. C'est à quoi ça ressemble, Ouais. coacher pour développer. Là. C'est un très bon point. C'est un bon. Je pense qu'il faut permettre aux jeunes de réussir. Donc, tu te ramasses, tu es entraîneur, je sais pas quoi, là, Pee-wee ou Atome. Un moustique, c'est la première année qu'un petit gars affronte un frappeur. Tu n'es pas obligé de le mettre sur, on va dire, sur le spotlight en début. Tu peux lui permettre quelques matchs d'avoir une position un peu plus clé. Okay. Exemple, l'arrêt court, là.
qui est un peu le centre un peu de tout ça. Pas obligé de le mettre à l'arrêt-court en partant pour qu'il ait tout mêlé. Puis finalement, il ne réussit pas. Il se passe quoi? Il se sent pas bon. Il pleure. Il n'est pas confiant. Il n'a pas hâte au prochain match. Fait que, on peut mettre nos jeunes dans des situations de réussite. Parler de receveur, l'ordre de frappeur. Est-ce que quelqu'un doit frapper 10 toute l'été? La réponse est non. Il faut que tu bouges avec ça. Game 1, Game 2, Game 3, en tournoi. Nous autres, Yann, je pense que même en tournoi, on trouvait une façon que tout le monde avait un certain temps de jeu équitable dans des positions plus cool à l'avant-champ. Il faut trouver une façon de rendre la position de voltigeur cool aussi, en la développant, en la pratiquant, en valorisant certains bons jeux. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trippé dans mon été, dans l'équipe que j'ai eue cette année au niveau Pee-Wee. J'ai fait faire un questionnaire à mes jeunes. Quelle est ta position de rêve, excepté lanceur? Ouais. Donc, Ouais. si je veux te faire plaisir dans l'été, comment je te fais plaisir? Je voulais savoir ça. Ouais. Puis, 2 joueurs de l'équipe, ces 2 bons joueurs de l'équipe, ont coché champ centre. Ça, j'ai fait, hey, cool. Il y a quelqu'un, quelque part, dans le développement Ouais. de ces jeunes-là, qui a réussi. Parce Ouais. qu'ils ont rentré dans la tête de ces joueurs-là que la position de champ centre était vraiment cool. Fait que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Il y a toutes sortes de théories qu'on peut avoir, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous aider à avoir un temps de jeu équitable. Moi, par exemple, quelque chose que j'ai décidé de faire cette année dans mon équipe, j'ai 2 joueurs qui ont un profil de frappeur numéro 1. Vous connaissez un peu le frappeur numéro 1, son profil. Donc, va aller chercher beaucoup de contacts avec les balles, coureur rapide, généralement capable de voler des buts, des choses comme ça. On peut avoir toutes sortes de philosophies de ce côté-là. Sauf que moi, j'en ai 2 qui ont ce potentiel-là. Dans ma tête, une grosse partie de l'été, les 2 vont s'alterner à la position numéro 1 et 10 dans l'ordre de frappe. Pourquoi? Parce que je vais les avoir back-à-back dans l'ordre de frappeur. Fait que quand le 10 va aller frapper le 1 tout de suite après. Puis, de cette façon-là, je sais que dans le temps de jeu va être réparti. Il ne sera pas tout le temps premier, il ne sera pas tout le temps dixième. Puis, en termes de nombre d'at-bats à la fin de l'année, ça va normaliser un peu les choses. J'avais une équipe qui me permettait de faire ça, Ouais. par exemple, cette année. Des petits trucs comme ça qu'on peut aller chercher pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui finisse son été avec 50 at-bats, puis l'autre 70 at-bats après lui. Oui, complètement. Puis, tu sais, puis quand tu fais ton alignement, sûr qu'idéalement, tu fais ton alignement de tout le match, à part dans les tournois où je comprends, tu es ton lanceur, tu vas le faire lancer selon le score, etc. Mais en saison régulière, tu es supposé de. Tu y vas. Ça te permet, comme coach, de ne pas l'échapper. Des fois, tu te ramasses, oh boy, j'ai oublié de faire jouer ce joueur-là à l'avant-champ, ce match-là, parce que l'émotion, puis là, ça va vite. Puis là, donc, ton 10e frappeur, peut-être qu'il peut commencer à une position défensive clé. Ta personne qui commence sur le banc parce que c'est en un sur le banc, peut-être qu'il peut frapper un peu plus loin dans l'alignement cette journée-là. Pour pas qu'il fasse non, je frappe 10 puis juste sur le banc. Oh boy, le message est assez clair. Je pense qu'il faut que tu alternes effectivement dans ton rôle d'alignement. On reviendra à ça, mais une des choses, peut-être pas dans la tombe, dans le moustique, mais le nombre de lancers. Ouais. Je comprends qu'il y a des petites règles de nombre de manches dans le moustique, puis oui, il y en a dans les tournois aussi. Même dans les tournois, là, je comprends, à Baseball Québec, à un moment donné, ils ne peuvent pas tout. C'est tellement facile pour un enfant de lancer beaucoup dans un tournoi, malgré les règles. On doit avoir une conscientisation comme entraîneur. Hier, là, j'ai regardé ce matin le bulletin de nouvelles du sport, puis quelqu'un qui disait il était rendu, je ne m'en rappelle plus de quel lanceur, il était rendu à son 100e lancé, puis c'est comme, c'est assez. Là. 115 pitches Gausman hier. C'est quand même beaucoup. Hein, puis c'est rare qu'on se rende jusqu'à là. Yann, je pense qu'à 95-100, on commence à penser qu'on est 95-105 dans le baseball majeur, des adultes qui sont en forme, qui font ça de leur vie. On ne peut pas faire ça à des joueurs bantam. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas lancer 2-3 jours. Il y a des règles, je sais. Là, mais Puis bref, le ce gars que je qui veux dire, lance sans pitch, là, il y a 5 jours de repos. Là. Ouais, oui, c'est ça. Donc, mon message est faites attention au bras, pensez pas qu'il est bionique, puis il est correct, il va bien. Il m'a dit qu'il était correct. Mais non, y a-t-il un joueur qui va dire à son entraîneur, je suis pas correct, coach? Mais non, c'est impossible. Donc, c'est notre responsabilité comme coach de faire attention au bras. Puis malheureusement, des fois, les maux de bras ressortent un an plus tard. Ouais. Fait que tout le monde s'en lave les mains, le coach, il s'en rend pas compte, il ne sait pas, il l'apprend plus tard dans l'hiver, mal au bras. Donc, et si jamais une journée, on étire notre lanceur de 5, 6, 7, 8 lancés, ça, c'est tel que tel. Mais qu'est-ce que je fais après? Je dis 7, c'est pas grave, mais de 15, posons, ça arrive, je vais finir la manche, puis là, ton gars n'est pas prêt, puis il est arrivé une situation. Repousse sa sortie d'après. Fais-y en faire, à la place que ce soit dans 5 jours, dans 6 jours, dans 7 jours, moins de lancers. Puis l'autre chose aussi, Yann, après ça, on changera de sujet, c'est pendant qu'il y a quelqu'un qui lance beaucoup de manches, là, mais il y en a d'autres qui ne lancent pas.
Exactement. Il y en a d'autres qui ne lancent pas pendant ce temps-là. Fait que faut développer du monde. Encore une fois, tu n'es pas obligé de mettre ton lanceur 10, lanceur partant contre la meilleure équipe. C'est sûr que ça va finir probablement en catastrophe. Mais donne-y des petits défis entre deux gars, entre deux bons, peut-être, tu donnes des chances. Puis entre ces sorties de lanceurs, pour ça, Yann, je te la parole. Excuse, je sens que tu veux parler. Excuse-moi. Mais tu sais, c'est un sujet qui me passionne, c'est la gestion des lanceurs, ta barouette. Tu m'as starté là, Yann, mais entre deux sorties aussi, tu as un job d'entraîneur de le développer. Fais des petits bullpens, fais des exercices, fais de lancer à longue distance. Pas demander à quelqu'un d'être bon, il fait une manche par 5 jours, puis il n'y a pas de pratique entre les deux. Donc, il faut faire attention. Puis si ça ne donne pas dans votre horaire, ben t'écris aux parents, hey, tu peux-tu faire un petit bullpen dans ta cour, 15 lancers, bingo, au moins, il y a un petit feeling qu'on aide l'entraîneur. Ah, puis il faut tout le temps que tu aies un petit spotting de fait, veux pas, de quelques jours avant pour être sûr de lancer des prises la journée qu'on va te demander d'aller lancer dans un match. L'autre chose qui est important, préparez vos lanceurs. Si vous, justement, on est dans des parties de saison où est-ce que le scénario que vous allez dessiner comme entraîneur, vous allez préparer les 6 manches d'avance généralement dans plusieurs catégories. Préparez-les les 6 d'avance. Allez-y pas trop au feeling. Dessinez un scénario. Vous ajusterez pendant la partie s'il y a quelque chose à ajuster, mais ça va vous permettre de créer votre scénario à tête reposée, première des choses. Ça, c'est super important. Et de penser à la préparation de votre lanceur. Donc, si vous avez la chance de jouer à 10 joueurs, puis si vous jouez à 9 joueurs, pourquoi ne pas appeler un remplaçant pour vous assurer de jouer à 10 joueurs? Parce que regardez qu'est-ce que ça va vous permettre. Le lanceur de la manche 1, il est toujours bien préparé. Il y a toujours un beau bullpen avec le coach des lanceurs, avec son receveur équipé. Je veux dire, c'est le lanceur qui est le plus gâté dans la game. Il peut vraiment commencer à lancer en étant hyper bien préparé. Le lanceur de la manche 2, c'est une bonne idée de le commencer sur le banc dans la première manche. Et ainsi de suite. Donc, quand tu montes ton line-up pour la game, pourquoi ne pas tout de suite placer les lanceurs que tu prévois de ton côté et la manche avant, t'assurer de garder le joueur au banc pour te permettre de le réchauffer comme il faut. En plus de ça, le bénéfice que ça a, c'est que le joueur qui est au banc, il n'est pas inactif, il va se préparer à les lancer. Puis il a un peu son anane aussi. Donc oui, il a benché une manche, mais en même temps, il est dans une position qui va aller jouer un rôle important dans l'équipe. Il va aller lancer sur le monticule. Fait que ça, c'est des opportunités qu'on a beaucoup en début de saison. Je pense qu'on doit saisir comme entraîneur. Évidemment, ces parties-là scénarisées, ce n'est pas le type de partie qu'on joue dans un tournoi ou en série. Il y a beaucoup plus de feeling, des choses comme ça. Mais quand on design notre partie, on peut le faire à tête reposée avec notre ordinateur ou notre feuille de papier blanc quelques jours avant le match même, honnêtement. Puis, on va toujours être prêt à s'adapter. Je vais vous donner un exemple. Quand présentement, je suis en mode que tous mes lanceurs lancent une manche. Au début de saison, je n'ai pas l'intérêt d'avoir des starting pitchers, des releveurs, des closers. On n'est pas là. On est dans du PWA. Mais j'ai tout le temps mon pitch count. Je veux savoir combien de pitches il a fait dans sa manche. C'est sûr que si mon lanceur ferme sa manche en dedans de 10 pitches ou de 12 pitches, c'est tentant de le retourner. Là. Je veux dire, il n'a pas lancé longtemps, son bras n'est pas fatigué, il vient d'avoir une belle performance, parce que si tu rentres après 12 pitches, tu as eu une belle performance. Donc, pourquoi pas le retourner? À date, dans mes 2 games que j'ai joués, j'ai fait ça les 2 fois. Les lanceurs de 5e manche, je ne sais pas pourquoi la 5e, mais c'est arrivé. Ils ont lancé 10-12 pitches. Ben, j'ai pris mon closer qui était prévu, j'y ai parlé, je lui ai dit, écoute, tu vas avoir le start de la prochaine game. On donne ta place à quelqu'un d'autre, puis c'est tout. Ouais. Il vient d'avoir une belle performance, on le récompense tout de suite. Imaginez-vous qu'est-ce que ça fait sur le mental du joueur aussi. C'est que tu viens de performer sa butte, puis tout de suite, tu as ton anane, tu viens d'aller chercher une 2e manche. Ton closer, il est prêt pour embarquer si jamais la 6e manche a chie de son côté aussi. Là. Toutes des petites affaires qu'on peut faire comme entraîneur qui aident vraiment au développement de nos joueurs, je pense. Tu as nommé un petit point qui me fait penser à 2 choses. Pas toujours, ton gars n'est pas toujours partant, ton gars n'est pas toujours releveur. Tu es fait promener dans toutes les situations, c'est très bien pour lui, pour l'équipe. Tu peux découvrir un petit gars, des fois, une petite fille qui est peut-être plus performante en relève, qui appartient ou peu importe. Puis l'autre chose, c'est le fait, Yann, comme tu disais, d'avoir ton lanceur de la manche 3 sur le banc à la manche 2. Il peut venir protéger le petit lanceur de la manche 2, ils ont qui l'arrache, puis là, tu vois qu'il se met à pleurer sur mon monticule. Il est prêt. Il finit le petit dernier retrait, il est prêt. Il ne sort pas quelqu'un du champ gauche, pas échauffé, stressé. Donc, il y a plein de bénéfices, effectivement, là-dessus. Je pense que Yann, beaucoup de lanceurs font cette situation-là, mais il faut continuer. Puis, il y a vraiment des belles choses qui se font. Il faut continuer, puis il faut... Hey, à chaque jour aussi, il faut qu'on se parle. Il y a un match, là,
cette semaine, OK, on met lui, c'est tentant, puis il faut trouver le plan de match. Puis si jamais, comme tu disais tantôt, il y a un petit match pas qu'on l'échappe, mais on a poussé pour une manche de plus à un gars. On compense le match après tout de suite. Tout de suite, on compense le match après pour qu'à un moment donné, tu te fais un petit bilan 5 matchs. OK, bon, on a à peu près le même nombre d'apparitions au bâton que tout le monde. On se ressemble un peu dans les manches. Oui, mon lanceur 1-2 en a peut-être 2 de plus que mon lanceur 7-8, mais on est semblables. Bref, des petits conseils de même. Ah, puis il y a d'autres Vous petites choses vous gérez qui. des humains. Exact. Puis il y a d'autres petites choses qui peuvent être faites dans le sens que le lanceur qui a plus de difficultés. Tu sais, je veux dire, dans toutes les équipes, vous avez un lanceur numéro 8, 9, 10. Là. Ouais. Tout le monde a ça. Faites-le pas starter la game. Faites-le pas closer la game. Je veux dire, les belles manches pour ces lanceurs-là, c'est les manches 3, 4, peut-être 5, mais je préfère 3, 4, honnêtement. Mettez ces gens-là dans une situation où est-ce qu'ils ne scraperont pas la game de personne. Parce que tu es dans le milieu du match, donc tu n'as pas commencé le match tout croche ou tu n'as pas scrappé la game. Tu sais, on menait par 1 point, tu t'en vas closer la game, le gars, il balle le parc, puis ça ne marche pas. Donnez la chance à vos athlètes de performer dans un environnement qui va être adéquat pour eux. Il y a des joueurs qui sont capables de prendre en charge un début de partie ou une situation stressante pour closer une partie pour remporter la victoire. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas tout de suite en dedans d'eux cet aspect-là. Ils vont peut-être l'avoir plus tard. Garochez-les pas là en début de saison. Donnez-leur la chance de prendre de l'expérience dans les manches 3-4 pour éventuellement être prêts à aller dans des situations un peu plus intenses de leur côté. Je pense que c'est un Ouais. peu ce que tu disais, placer l'athlète dans une zone d'apprentissage où est-ce qu'il Ouais. ne sera pas complètement en dehors de ses pompes et de l'autre côté, que ce ne sera pas trop facile pour lui. Tu sais, tu as ton lanceur numéro 1. Pourquoi tu n'envoies closer une game que tu mènes par 7 points? Pourquoi tu fais ça? Voici une opportunité d'envoyer ton numéro 7, 8, 9 ça but. Là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il faut réfléchir à ça puis saisir les opportunités de développer chacun des individus. Ton numéro 1 avec une grosse avance, il ne se développe pas. Puis ton numéro 7, par contre, avec une grosse avance, lui, il se développe. Ben, c'est Ouais. lui, il faut envoyer. Tu sais. Ben, Ouais. en tout cas, c'est peut-être la façon de le voir. Ouais, puis donner les défis ajustés. Fait que ton lanceur numéro 1, que peut-être il va être très bon dans la saison. Fait que là, il faut que tu trouves une façon. S'il fait juste lancer de la rebut dans plein centre, il va retirer les gens. Mais tu sais, comment je fais pour le préparer pour la prochaine étape? Peut-être que c'est le Bantama, peut-être que c'est le Pee-Wee 2A, peu importe, mais comment je fais? As-tu un deuxième lancer? On va commencer à pratiquer ton chemin de vitesse. On va commencer à pratiquer la courbe. On va commencer à lancer des fois des lancers extérieurs, intérieurs, juste pour. Ça se peut qu'ils soient en situation d'échec, mais tu sais, tu donnes des. Mais aussi, il faut qu'il y ait des petits. Ton lanceur 8, c'est de lancer, c'est juste un défi. Mais ton lanceur 1, c'est de pratiquer d'autres choses. Il faut que tu vois, j'ai l'exemple d'un de mes bons lanceurs, puis A, qui devrait jouer Bantam 2 l'an prochain. Il y a une petite courbe intéressante. Il n'y a pas encore de changement de vitesse. C'est bien correct. Des fois, les doigts sont trop petits. Donc, on aimerait ça l'an prochain que tu en aies un dans un an, jour pour jour. Il faut commencer à le lancer quand tu te lances en pitch and catch avant le match. Il faut commencer en lançant en bullpen. Fois de temps en temps, je vais te l'appeler. Ça se peut qu'elle parte dans l'abri, mais c'est pas grave. Fait que c'est des petites affaires Exact. de même quand même qu'on peut faire. Puis ça peut être de même, on parle de lanceur, mais comme receveur, comme frappeur, comme joueur d'avant-champ, il y a plein de petites situations comme ça. Par exemple, puis des fois, je pense aussi en début de saison, on a tendance à vouloir beaucoup contrôler. Je pense dans la nature humaine d'un entraîneur, c'est d'exercer du contrôle sur le match. Donc, on va avoir des signaux au troisième but, tout ça. On va avoir des signaux à nos catchers. On ne laissera pas le catcher gérer la game. C'est nous qui va décider des signaux, tout ça. Je pense qu'il y a des moments clés que c'est important d'être très rigide en termes de contrôle du match. Mais il y a des moments, surtout les débuts de saison dans ma tête, où est-ce qu'on veut faire exactement le contraire. On ne veut pas que l'entraîneur prenne le contrôle tout de suite de la partie. On veut laisser les joueurs essayer. On veut les mettre dans un contexte où est-ce qu'ils ont le droit de prendre des risques et où est-ce qu'ils vont s'amuser à prendre des risques et se faire pogner. Tu sais, prends les vols de but, je pense que c'est un gros enjeu dans le Pee-Wee, veut pas, parce que là, les quarts embarquent pour la première fois. Il va y avoir les premières feintes irrégulières, il va y avoir les premiers pick-offs qui vont se prendre. Puis il va y avoir les premiers vols de but, quand même pas si difficile que ça. Moi, je pense que dans le Pee-Wee, à peu près tout le monde peut voler un but si c'est bien fait. Jusqu'à temps qu'au milieu de la saison, que là, les catcheurs augmentent leur niveau de jeu, eux autres aussi, puis commencent à dominer de leur côté. Mais en début de saison, c'est relativement facile de voler des buts. Pourquoi vouloir vous-même, comme entraîneur, contrôler trop cet aspect-là? Donner des cartes blanches aux joueurs un peu plus, incitez-les à prendre certains risques. Puis si ça finit en retrait, you know what? Début de saison.
Début de saison, c'est Mm. le meilleur endroit pour faire une tonne d'erreurs. Et éventuellement, Complètement. ces erreurs-là, on ne voudra pas les faire en série, évidemment. Complètement, complètement. Ça me fait penser un peu à la gestion des receveurs. Yann, je vais donner un exemple. Après ça, peut-être qu'on sortira dans nos Oui. 7 points, mais on pourrait en parler 2 heures, hein, c'est intéressant. Puis on a beaucoup de discussions, moi et toi, puis on apprend nos erreurs encore, comme je disais tantôt, mais cette affaire, moi, exemple, je pense à quand je coachais Midget 3, on était beaucoup, il y a plusieurs années, là, on dirigeait les receveurs un petit peu, mais cette affaire, j'ai un exemple de toi l'an passé, Moustique 2A, tu donnais un guideline, excuse Yann, dis-moi non en français, Ouais, un un petit ensemble plan de match. Ouais, un petit plan de match, exactement. Un petit plan de match, OK, boys, tel frappeur s'en vient. J'aimerais peut-être ça qu'on commence, qu'on lance, par exemple, une petite courbe par frappeur. J'aimerais celui qu'on essaye d'être un petit peu extérieur. Donc, je veux que tu observes ce frappeur-là. Reviens-moi la manche d'après, qu'est-ce que tu as observé? Donc, après ça il faisait ses affaires. Ça se fait qu'il y avait des erreurs, mais en revenant, l'important, c'est qu'en revenant de la manche, tu allais voir le receveur, puis tu jasais un petit peu sur son retour, puis sur la fois qu'il a lancé la courbe. Ouais, c'était pas le bon moment, ça aurait dû être là-dessus. Donc, je pense qu'il faut donner un peu de lousse, mais il faut les coacher parce que sinon, si on Exact. fait, comme tu dis, c'est juste nous autres qui. Si on veut qu'il soit bon, on va dire Midget 3, Bantam 3, disons, là, ou dans ces coins-là. Excuse. Si on veut qu'il soit bon, Bantam, qui commence à comprendre un peu ce qui se passe, ben, il faut que Moussik et oui, on leur donne un peu de corde, puis erreur, puis etc. Ah, exactement. Tu sais, je regardais, j'ai arbitré une game Midget A récemment. Puis le lanceur, dans la deuxième manche, il a vraiment eu beaucoup de difficultés. Tu sais, ça allait pas bien. Il s'est fait cogner, puis il a fini par donner 5 points. Il est arrivé en troisième manche, puis il avait l'air, il est retourné, il avait l'air découragé un peu, puis il s'est mis à lancer beaucoup de balles courbes. Une balle courbe que je n'avais pas vue pantoute en deuxième manche. Écoute, il a fait 3 retraits très vite. Ça a fini là, puis il s'est pas fait cogner dur du tout. Là. Moi, dans ma tête, j'étais là, j'ai dit pourquoi ça n'a pas été essayé avant, ces balles courbes-là? Parce qu'il maîtrise super bien, sa balle avait un bon effet, puis il lançait bien, il n'y avait pas de problème de mécanique, rien. Ça n'avait pas l'air d'une balle courbe quand il la lançait. Moi, j'avais juste le goût d'arriver et de dire man, viens ici, viens ici. Pourquoi tu n'as pas lancé ça en deuxième manche? Pourquoi tu as attendu que la game soit finie pour commencer à lancer ta Ouais, balle courbe? Elle allait ouais, bien. C'était un bon pitch pour toi à soir, puis tu ne le savais pas. Ben, tu sais, c'est ce bout-là, un moment donné, des fois, tu te dis, tu as raison, il ne faut pas juste leur donner la liberté. Il faut, en plus de la liberté, il faut les guider aussi un ouais, peu de ce côté-là. ouais, complètement, complètement. Écoute, Intéressant. Écoute, on a plein d'autres sujets, mais c'est intéressant. yes, on va commencer. On va faire le tour un peu de nos gars qui sont dans les professionnels. Édouard, Nico, là et JC, évidemment. J'ai sorti un peu le fiche. Évidemment, c'est tout toi qui as l'information. Les gars te parlent quand même beaucoup. Fait que je vais te laisser aller un peu. On commence par JC. De ce que Yes. je comprenais de ses statistiques, on dirait que ça fait quelques temps qu'il n'a pas frappé. Oui, Est-ce qu'on a oui, une oui, il est blessure de son blessé. côté? Oui, on a une petite blessure de JC, effectivement. On suit ça quand même à tous les jours. Puis, comme tu sais, au niveau qui sont, JC et Nicolas sont dans la même équipe. Le A faible des Blue Jays, donc la deuxième étape de 5. Puis, ils sont beaucoup de joueurs. Donc, normalement, ils jouent un match sur deux. Là, JC fait quelques matchs qu'il a joué. Là, donc, effectivement, il va revenir bientôt, j'espère, mais effectivement, il est blessé. Puis au bâton, tu vois, c'est une saison qui est un petit peu plus difficile que sa rookie ball l'année passée, mais on Ouais, sent qu'il s'adapte aussi beaucoup, dans le sens ouais, qu'il va chercher quand même un bon ratio de coup sûr. 215 de moyenne aujourd'hui, là, une couple d'années, c'est correct. c'était une Ouais, catastrophe, mais aujourd'hui, c'est quand même très bien, là, une 215 de ouais, moyenne. Ce qui est un petit peu élevé de son côté, c'est les strikeouts, je pense, ouais, qui est juste un petit peu plus haut. Mais écoutez, il y a 20 ans. Allez pas ouais, penser que c'est stressant pour un gars comme JC. Là. ouais, Fait que de son côté, c'est ça à quoi ressemble la saison pour l'instant. On va ouais. aller du côté de Nicolas, de son côté. Évidemment, Nico, lui, c'est un catcher. Fait qu'il y a un enjeu qui est pas juste de frapper, évidemment, mais également de diriger ses lanceurs. C'est-tu l'année passée qu'il avait dirigé un match en point de coup sûr de son côté? Oui, oui, un match à lecture, effectivement, avec deux, trois lanceurs. Puis, tu sais, tu le mentionnes, tu fais bien. Receveur maintenant, dans le temps, là, c'était Areco, deuxième but, receveur. C'était bon défensif, c'était pas important dans le bâton. Maintenant, il est quasiment juste la position de receveur, pas encore là, mais Nick, il peut. Quand tu es voltigeur, des fois, c'est sûr que quand tu es bon défensif, ça aide, là, mais tu peux moins ressortir en défensif qu'un receveur ou qu'un joueur d'avant-champ, à la limite. Là, mais Nicolas, c'est un très bon receveur défensif. C'est un bon élan naturel aussi. Là, pour l'instant, la moyenne n'est pas là comme il voudrait, évidemment, mais
suis convaincu que c'est ce qu'on entend, c'est que les entraîneurs l'aiment, les lanceurs l'aiment, qu'il peut faire son bout de chemin longtemps Nick, dans l'organisation des Jays. Puis il est allé chercher 2 circuits, dont un quand même assez clutch Ouais, de ce côté-là. Puis ça, c'est complètement. toujours un bon moyen de te faire aimer dans une équipe, évidemment. Les gars, dans le D'ailleurs, fond, Yann, c'est les deux, là, les deux, on va les recevoir dans les prochains, soit le prochain ou l'autre podcast. Les deux nous expliquent un peu comment ça va. C'est capoté qu'ils jouent dans la même équipe. Là. ça, c'est Donc, magique, on hein? va les recevoir. Ça va vraiment être intéressant, les deux. Ils ont chacun leur personnalité, leur style, donc ça va vraiment être intéressant. Yes. Bon, OK, évidemment, lui, celui qui a le plus d'attention de notre part depuis un bout. Hey, j'ai Ouais, sorti ça. Ouais, je l'ai ici. Édouard, on n'a pas le choix. On va ouais. regarder. Il y a quelque chose que je voulais ressortir, c'est on voyait sur le site de la Ligue d'Édouard Julien, on voyait ses stats MLB et Ligue mineure. Un split, autrement dit. Je trouvais, tu sais, quand on dit que c'est pas gros la différence entre le 3A et les majeurs, mais il y en a une quand même. Je pense Hmm. qu'Edouard est rendu déjà avec suffisamment de statistiques pour qu'on voit facilement c'est quoi cette différence-là. Au niveau de la moyenne, par exemple, la fameuse statistique classique que les gens regardent, qu'on regarde de moins en moins, on voit une bonne différence quand même. 210 dans les majeurs, 287 dans les mineurs. L'OPS qui est rendu la nouvelle religion, là, si on veut le simplifier, l'OPS, c'est le pourcentage d'obtention de présence sur les buts plutôt. Donc, le pourcentage de présence sur les buts auquel on ajoute le pourcentage de puissance. C'est quoi le pourcentage de puissance en gros? C'est qu'un coup sûr, un simple, ça compte pour 1 double, ça compte pour 2, un circuit, ça compte pour 4. Puis c'est ce qui fait en sorte que la moyenne de puissance. Donc, autrement dit, on donne plus de valeur à un double ou à un circuit qu'à un simple dans le calcul Ouais. de la moyenne de puissance. Donc, ce qui a permis à plusieurs joueurs aujourd'hui d'avoir des moyennes plus dans les 230, 240 et malgré tout d'être dominants dans les majeurs, c'est que maintenant, on ne regarde plus les moyennes, on regarde les OPS. Puis les OPS qui sont de qualité, là, on parle de 700 montants généralement. Quand tu es 700 montants, tu es en train de sécuriser un poste généralement dans les majeurs. C'est exactement là qu'Edouard est de son côté. Tu as 731. Puis regardez dans les mineurs, quand il va dans les mineurs, comment ça va de son côté, c'est 923. Fait que, il y en a une différence entre les mineurs et les majeurs. Là. Les lanceurs, là, c'est. Même si ça a l'air d'être juste 1 ou 2 000 à l'heure de plus, c'est tout le reste. C'est la précision, le stuff que les gars vont avoir. C'est beaucoup plus difficile à frapper dans les majeurs que dans les mineurs. C'est assez apparent dans les stats à Edouard. Oui, puis tu sais, puis là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques, il y a eu connu les deux derniers mauvais matchs avant qu'il se fasse redescendre, mais il était à 2,30, pas loin, Exact. un petit peu plus OPS plus à 800, mais tu sais, euh, on répète un peu la même affaire. Là, évidemment, lui, les Twins ont un joueur de deuxième but étoile qui est Polanco, qui a été blessé 2 fois, donc Augusto, qui est Polanco blessé. Ce qui est incroyable, c'est qu'il ramène Edouard, puis il joue à tous les matchs à part exception. Puis ils ne veulent pas se permettre de mettre Edouard sur le banc. C'est tout un top prospect qui vont le faire jouer. Je vous rassure que Polenko est à sa dernière année de contrat. L'an prochain, c'est l'option à l'équipe. On va espérer qu'ils disent non, on ne veut pas un gars. On va prendre Edouard qui va coûter moins cher, qui va donner sensiblement les mêmes statistiques, ce que je pense. Mais encore une fois, il va chercher un bagage d'expérience incroyable. Ceux qui regardent les matchs religieusement, ou du moins ses apparitions au bâton comme moi, il se fait lancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles à effet. Puis, tu sais, c'est pas juste comme dans le moustique, une courbe. Là. Ça bouge par là, ça bouge par là, ça là, c'est l'enfer. Il y a des apparitions au bâton de qualité. C'est à chaque fois. C'est pour ça que les Twins capotent sur lui. Il y a des apparitions. Des fois, ça vire en retrait sur 3 prises, mais il est allé chercher 6, 7 lancers encore une fois. Il a encore une fois son deuxième séjour démontré de la puissance. Vous vous rappelez un match contre les Blue Jays. Deux doubles dans le même match, dont un à ça de la clôture, un circuit, les deux au champ opposé. C'est des flashs de joueurs, de superstars du baseball majeur. Et évidemment, il apprend. Comme tu dis, Yann, il apprend. Comme à chaque étape, il a appris un petit peu. Je me rappelle quand il avait monté dans le A-Fort, qui est quand même un gros calibre. Il avait été une semaine ou deux. Là, donc, la seule chose qui est plate, c'est qu'il n'y a pas la semaine 2, puis 3, puis 4 pour OK, là, je m'adapte, puis je reste là, puis je joue à tous les jours. Mais c'est ça, hein, c'est le monde difficile du baseball. Mais c'était incroyable ce qu'il fait depuis le début de sa Puis, carrière. il chôme pas, là, dans le sens que dans les majeurs, il est déjà rendu à 62 apparitions au bâton. C'est énorme. Ajoute à ça, évidemment, tous les buts sur balle qu'il va chercher. Et il est quand même à 108 dans les mineurs. Fait que quand il va dans les mineurs, il joue tout le temps.
quand il arrive dans les majeurs, il joue tout le temps aussi. Quand il Ouais, le rappelle, c'est pas pour bencher. Fait que écoute, c'est une grosse été de baseball pour lui. Là. Ce qui se passe, c'est ouais. assez Puis les 2 spectaculaire. fois qu'il s'est fait rappeler, là, Yann, là, les 2 fois qu'il s'est fait rappeler, il a voyagé le jour des mêmes, dans la nuit. Il a commencé son rappel en dormant tout croche. Tu vas me dire, écoute, c'est des athlètes pros, sont supposés, mais oui, mais n'empêche que pareil. Hein? Fait que la dernière fois, il était monté 9-1 en Californie, donc c'est un gros voyage. Puis on se rappelle qu'il avait affronté Otani, son premier match, il avait quand même bien fait. Puis l'autre fois, son premier rappel, il était parti direct, il avait voyagé le matin même à 5 heures du matin, peu importe. Mais c'est vraiment bien ce qu'il fait. Bon, puis on va suivre la suite des choses. On ne se fait pas de malheur à personne, mais Polenko, la tendance dit qu'il veut se blesser souvent dans sa carrière. Donc, on est déjà prêt pour sa prochaine blessure. Tu m'as sorti le nom de 3 joueurs, Oui. évidemment, des gars qui ont joué collégial cette année, qui méritent d'être mentionnés. On va commencer avec le premier, qui est Pierre-Olivier Boucher. C'est un gars Ouais. qu'on croisait un peu, il coachait les combattants sur les terrains de baseball. Je regarde la shape qui est rendue, il n'avait pas l'air de ça, il y a une couple d'années. Mm. Il a vraiment pris beaucoup de masse musculaire. Il y a eu une saison de son côté qui est carrément une saison de rêve. Là. Quand on arrive, je pense que c'est le nombre de coups de circuit qui est impressionnant de son côté. Je vais 16. redescendre la colle. Ouais. 16 coups de circuit en Ouais. 236 apparitions au bâton. Christy, c'est assez spectaculaire. Il joue pour. J'ai pas le nom de l'équipe qui est là. Les Papas. En tout cas, peu importe. Les sites sont mal Ouais, faits. c'est ça. J'ai oublié le nom de l'équipe avant d'y aller, là, mais il étudie dans le fond. Il était Indian Hills avant, évidemment, High School, Pointe-Lévis. Ça, c'est toujours Ouais. le fun pour de voir ça de ton côté, je suis pas mal sûr. Indian Hills Community College, ça, c'était l'autre école avant, si je ne me trompe Ouais. pas. Ouais. Le junior, c'est Missouri Valley. Et là, présentement, son équipe qui est un genre de loup dessus. Là, Puis, tu sais, Southern. L'Université Southern. PO, ce qui est le fun, c'est que on en parle souvent, là, c'est un sport de développement tardif. Mais c'est sûr que maintenant, tu commences à avoir des opportunités à 15-16 ans. C'est toujours un peu difficile. Mais PO, c'est un gars qui est arrivé sur le tard un petit peu. À l'époque, il n'y avait pas de sport-études à la Beauce. Il a déménagé à Québec. Il a un frappeur naturel gaucher, un grand mince. Puis à force de construire, ben, y croire un maniaque de baseball. Puis à force d'y croire, ben là, il est allé dans les collèges américains. L'an passé, il a eu une bonne saison. Puis là-bas, c'est ça qui est touché pour les jeunes. Hein. Tu te fais parler par les dépisteurs. Puis aux États-Unis, il y en a un peu plus qu'ici. Fait que là, du coup, donc, je vais dessus. Fait que là, lui, il était pas mal convaincu de se faire repêcher. J'avais partagé à l'époque un beau reportage de Radio-Canada qui avait fait un reportage en direct. Oui. Puis, bon, il ne s'est pas fait repêcher. Cette année, il y a une meilleure saison, mais c'est sa dernière année. Fait que ce que je veux expliquer, c'est que l'an passé, il restait une autre année. Fait que des fois, les équipes, il y a 2 options. Soit ils ne voulaient pas prendre de chance, puis ils retournent, ils ne signeront pas avec nous autres, ou soit ça donnait plus de power à PO que, ben là, il faut que vous me donniez un bon montant, parce que moi, je veux retourner à l'école. Donc là, cette année, il n'y a plus d'option, je veux retourner à l'école. Mais ça lui donne une option de plus. Ça lui donne une option de se faire repêcher et ça lui donne une option de signer joueur autonome. Des fois, ça peut arriver, un gars comme ça, les équipes pourraient dire, hey, je ne te repêcherai pas, je vais perdre une sélection pour mon équipe, mais je te signe 1 minute après la fin du repêchage pour un tel montant. Donc, ça pourrait arriver à PO, on lui souhaite. Est-ce qu'après ça, si jamais ça n'a pas pêché, est-ce qu'il veut jouer dans une ligue d'été? Est-ce que c'est un candidat capital? Il y a plein d'options, mais sa tête à lui, c'est sur le repêchage. Donc, mais à 16 circuits, c'est sûr que ça attire l'attention. Puis, tu sais, quand je disais que sa shape changeait beaucoup dernièrement, là, j'ai son année 2022, sa photo. Tu vois que la face, c'est pas pareil. 180 livres à 6 pieds 3. Et pour sa saison 2023, 6 pieds 3 toujours. Donc, il n'a pas grandi. À cet âge-là, j'espère. 190 livres. Ah, Il a pris 10 livres quand même en 2 ans, en 1 an, autrement dit. Non, c'est clair, c'est un 22-23 ans chez P. Fait que, tu sais, quand on parle de développement tardif, le baseball, je pense que Ouais. Pierre-Olivier, c'est un excellent exemple. Bel exemple. C'est fun, c'est pour la Beauce, hein, fait que c'est juste du bon. On va parler de l'autre, c'est un lanceur, Louis-Philippe Langevin. Louis-Philippe Langevin, effectivement, de Wabash Valley Community College. C'est un junior college. P.O. Boucher avait fait 2 ans dans un junior college, 2 ans dans une université. Donc, Louis-Philippe, il était à son année 2. Il a passé par un junior college. Puis, il avait quand même une bonne saison. LP, lui,
il y avait différentes options. Puis il y avait l'option d'y aller il y a un an dans les collèges américains ou d'attendre encore. Mais lui, il voulait la bonne offre. Puis il voulait surtout aller dans une top junior college aux États-Unis. Il a dit, moi, JP, je suis convaincu que j'appartiens à un gros collège. Fait que j'ai ma liste de collèges. Si c'est pas eux autres, je vais attendre une année de plus. Des fois, tu as l'option d'attendre. Finalement, il y a eu l'offre de Wabash College. Encore une fois, tu te dis, non, c'est tellement fort, cette place-là. Il va-tu jouer, va-tu lancer? Puis effectivement, au début, il ne jouait pas l'an passé. Puis, il a fini par être le closer de l'équipe. L'équipe s'est rendue assez loin l'an passé. Hey, 24 strikeouts en 15 manches. Ouais. C'est une moyenne de 14 par partie, c'est énorme. En haut de 10 par partie des strikeouts, c'est énorme. Ouais. Toi, tu parles de l'an passé, hein, Yann, c'est ça? Aussi cette année, là? Ça, je pense que c'est cette année, ça. Puis cette année, évidemment, là, il avait commencé à être regardé un peu l'an passé. C'est un grand bonhomme qui lançait 92, 13, 14, 15 dans les rapports qu'on voyait des fois sur Internet. Puis cette année, il a commencé releveur. À un moment donné, le coach l'aimait tellement. Il a été rendu partant. Puis là, il se promène un petit peu. Là. Puis son équipe, présentement, était classée numéro 1 au pays. On parle d'un petit gars, j'aime pas ça, non, faut pas juste ça. Un gars de Québec qui joue dans la meilleure équipe des collèges américains, Junior College. Son équipe est aux séries mondiales. Vous savez, il y a des séries mondiales du baseball majeur, de la NCAA, de la NAIA, puis des Junior College. Fait que, bref, son équipe est là. Ils sont classés 1, ils sont en finale. Ils vont jouer contre une autre équipe qui a 3 Québécois, pas de Québec, mais peu importe, c'est vraiment cool. Puis, il a lancé à date 2 fois. Ses parents sont là, me donnaient un petit rapport là, à l'écran. On voit toujours la vitesse. Là. Il a lancé jusqu'à 97 000 à l'heure, Yann. Je sais, mais c'est vite en tabarouette. Du 94-97, il y a eu 2 sorties, une excellente, celle-là, une moins bonne, l'autre. Mais donc, lui aussi, évidemment, il espère se faire repêcher. Il a déjà signé dans une université de l'NCA. Fait que lui aussi, il y a l'option. Là. Juste rappeler que le record, c'est ouais. 105. Là. On n'est pas loin, là. non, mais tu sais, tu es à 8000 à l'heure du record de tous les temps. Là. Puis on a vu Ben Joyce l'année passée dans un collégial, justement, au Tennessee. Il était tout le temps dans les vidéos. Là, il lançait, un gars qui lançait à 105 dans le collégial. Il a fait ses débuts la semaine passée avec les Angels Anaheim, le gros club, là, MLB déjà. Tu sais, je veux dire, quand la vélocité est là, tu ne perds pas trop de temps dans les mineurs, honnêtement. Puis lui, il est à 8000 à l'heure d'un record. C'est quand même proche. Il y a un excellent deuxième lancé, évidemment. Rendu là, c'est plus juste la vélocité. Là, un peu comme Patrick nous disait, rendu là, c'est plus juste c'est la précision, c'est le mouvement, s'il y a une très bonne glissante. Donc, c'est des belles histoires. Ça aussi, LP, c'est un gars qui a toujours un bras fluide, quand même toujours bonne paire de mains, des bons bras, des bonnes épaules. Puis, tu espères toujours que tout vienne ensemble avec les années. Puis, ça aussi, ça en est un passionné pendant que les lanceurs avaient fini leur exercice, puis que là, ça jasait. Lui, il faisait ses exercices de protection de bras, des exercices d'abdos, exercices de scie. Puis, donc, il revient à Noël à l'occasion aussi, puis il s'entraîne aussi fort, puis il est aussi gentil, généreux avec tout le monde. Donc, une autre belle histoire aussi. Puis, on s'entend-tu que quand ces gars-là, justement, grandissent, ils ont leur phase de puberté, là, secondaire 4, 5, ou un peu avant des fois. Un lanceur de qualité doit venir quand même vachement décoordonné. Je veux dire, ça doit être débile le temps que tu dois mettre pour reconquérir ta mécanique. C'est-tu des défis que tu vois que plusieurs des lanceurs qui ont passé par les canonniers ont eu à vivre de leur côté? Tout. Puis, encore une fois, on parlait de défis comme coach, c'est un défi comme entraîneur. LP, ça en était un comme ça. Ça n'a jamais été monsieur précision. Petit tabarouette de gars, il y a tout pour être à un haut niveau. Donc, il faut pas le lâcher, il faut le mettre dans des situations, il faut le faire lancer souvent. Un gars de même, il faut le lancer souvent. Tu fais attention à son bras, évidemment, mais souvent, place d'attendre à chaque 2-3 jours, à chaque 2 jours, un petit bullpen plus que les autres, même si c'est juste. Donc, il faut trouver une façon, mais tu te dis, écoute, donc, ce gars-là, il a un bras un jour. Je te dis pas que je pensais qu'elle allait lancer 97, mais tu voyais la projection. Fait que ces gens de gars, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher les autres, mais lui, il faut. Donc, oui, Yann, tu as raison de dire des fois, là, un petit gars qui lance des prises, puis là, il n'est jamais bien vu pour les équipes régionales, provinciales, parce qu'il lance pas assez fort. Là, il grandit, grossit, il lance plus fort, mais il lance plus de prises. Fait que là, il est moins bon. Mais ça arrive, c'est tough, hein? C'est difficile comme parent, comme coach. Comme coach, c'est plus facile parce qu'on a le portrait global. Quand c'est ton propre enfant ou tes joueurs dans ton équipe, c'est difficile, mais bon,
Faut se parler. Faut se parler, mais il faut donner chance. On n'a pas idée comment c'est difficile de lancer des prises à pleine vélocité. C'est l'enfer. Les bons joueurs dans les majeurs sont à 60% de prise, 65% de prise. Des Greg Maddox, c'est des exceptions. Là. Ça n'a pas rapport, ces gars-là. Mais c'est bien que tu répètes ça, la statistique. C'est bien. OK, ton 65% des majeurs, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi dans notre mineur? C'est-tu à 50%? C'est pas si pire. 60 et 60 est déjà un autre niveau. Fait qu'on peut effectivement relativiser ça. C'est des belles petites statistiques à aller chercher. Yes. On finit avec le dernier qui a été annoncé qui allait jouer avec les Capitals cet été, Émile Bois. Donc, lui aussi a eu une saison de son côté au niveau collégial. Si je regarde ça, il y a des pitching statistiques de son côté, donc il lançait un peu. Oui. Puis, évidemment, des statistiques au bâton. Côté circuit, on parle-tu de... J'ai-tu bien vu? Touk. On est à 10 circuits de son côté, ce qui est quand même très bien. Moyenne de 350 au bâton. C'est quand même sharp, là, 350 de moyenne, on va se le dire. Là. Non, complètement. Puis Émile, contrairement à PO, puis LP, il était très dominant jeune. Il a toujours été dominant, Émile. Ça n'a jamais jeune. Puis après ça, des fois, il y en a qui sont bons jeunes parce qu'ils ont leur puberté plus tôt, puis ils arrêtent plus tard, peu importe. Mais il a toujours été un des top joueurs de la région. Il avait une shape, il avait un bras fluide, il avait des mains fluides, un élan de pro. Fait que, dans les projections de pro un peu, là, je faisais partie un peu de lui, un jour, il va peut-être jouer pro. On parle de 6 pieds 1, 210 livres dans son cas quand on parle de shape. Non, c'est ça. Puis, l'histoire, c'est qu'évidemment, il a fait quelques années à l'école américain. Il a fini son stage junior avec des diamants. Puis, Patrick Serbrini chez les Capitals, il mentionne souvent quand il a la chance de pouvoir donner une chance à un Québécois, surtout de la région de Québec, il va le faire. Le timing était parfait. Émile a fini sa carrière américaine, il finit sa carrière des diamants, sa carrière américaine, excuse. On a David Laude, qu'on recevra un jour, aussi bientôt, qui a été invité avec l'équipe du Canada senior dans un tournoi qualificatif là, pour les Panaméricains. Puis, donc, tu as une fenêtre d'à peu près une quinzaine de jours. Tu fais-tu venir quelqu'un de je ne sais pas trop? Non, on a un Québécois qui va faire la job. Émile, une de ses forces, c'est qu'il est bon défensivement. Avec Pat Galbrini, lui, il ne s'attend pas qu'Émile casse tout, faire des circuits ses premières présences. Donc, fais le bon job défensif, puis on va être content avec toi. Puis finalement, son arrivée avec le Capital est un peu plus tôt. Il a commencé la semaine passée, le dimanche passé au stade. Il a fait son premier coup sûr professionnel. Puis là, il est sur la route avec les Capitals. Il a joué quelques matchs. C'est sûr que c'est un défi. Là. Tu passes d'un autre niveau aussi. Là. Donc, mais je suis convaincu que ça va bien aller. Puis il a la chance de passer au moins à peu près un mois avec les Capitals. C'est à lui à saisir cette opportunité-là, mais c'est le fun. C'est le fun. Puis, je faisais une entrevue tantôt avec TVA sur Émile, justement. Puis, tu sais, on a toujours parlé du profil parfait d'Edouard, qui a tout suivi les étapes une par une, mais ils les a montées. Ben, les Capitals, c'est peut-être une autre étape aussi. Là, on parle à Miguel Sanfocos, qui a été dominant depuis 2 ans avec les Capitals, qui est rendu avec le A des Padres de San Diego. Ben, c'est un autre parcours, mais supposons qu'Émile, David Laude, c'est sûr qu'il aurait toujours rêvé de jouer en baseball majeur, mais lui, quand il va finir sa carrière, là, le gars, il a joué à Québec pendant quelques années pour les Capitals. La foule, l'ambiance, le bon calibre, de gagner les championnats. Puis il va sortir de là tête haute, puis moi, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le baseball. Donc, c'est vraiment une belle opportunité à Ligue Frontier. Il faut être fort en tabarouette, mais c'est une belle opportunité. Oui, ben c'est un des adaptations qu'ils ont, c'est justement, lui, il a frappé avec des battes de métal toute l'année. Il arrive, puis il envoie, il t'affronte des lanceurs, mais tu n'as plus de métal dans les mains. C'est rendu du bois, puis amuse-toi, mon homme. Là. C'est le retour à l'ascenseur, parce que nos joueurs québécois au Québec s'entraînent l'hiver avec des bâtons de bois. À partir du Midget 3, c'est bâtons de bois. ABC, c'est bâtons de bois. Donc, on dit toujours que quand ils arrivent dans les collèges américains avec un arme, avec un gros baril, puis de la puissance, on pense qu'ils sont plus préparés que des Américains. Mais là, il faut qu'ils se réadaptent à rien professionnel. Bon, c'est un autre défi, mais Émile a frappé pendant plusieurs années bâton de bois, puis c'est un petit peu moins pire. Ça va-tu disparaître un jour, tu penses, les bâtons de métal dans le collégial, ou c'est là pour rester? C'est là pour rester à cause du lobbying. Hein. Le lobbying, c'est tellement puissant, les compagnies, ça paye des millions et des millions pour avoir leur place là. Ils ont compensé avec les bâtons BB Core, qui sont d'un alliage un petit peu moins puissant, parce qu'à un moment donné, là, on parlait de Joyce, ben, c'est ça. Le gars là, qui décide le Édouard Julien, là, il n'a pas joué 3 ans, mais c'est moi qui avait joué 4 ans à l'Université Auburn. Vous voyez la vélocité qui frappe. Avec un gars qui lance 97 000 à l'heure, puis Édouard qui a la pince d'aplomb pas loin de bon Dieu du monde. C'est ça exactement. Donc là, au moins, les bâtons sont un petit peu moins puissants.
ça reste très puissant. Mais bon, c'est ça. Tu as des hommes là, qui j'en ai ici. Ce que JP vient de dire, vous avez des vidéos YouTube, des baseball bat pro que vous pouvez rechercher. Ils ont sorti des battes des années 90, justement avant la règle BB Core, puis ils se sont amusés à frapper avec ça. C'était minimum 10 dans un BP, là. Donc, mais il n'y avait pas l'effet du lanceur qui lance en haut de 95. Là. C'était minimum 10 à 12 000 à l'heure de plus. La sortie, l'exit velo du bâton avant la norme BB Core. Je veux dire, la raison pourquoi ils l'ont mis en place, cette norme-là, c'est qu'à un moment donné, quand tu as des balles à 115, 120 000 à l'heure qui sortent du bâton, tu sais, le record d'un majeur, je pense, c'est 122 000 à l'heure avec O'Neill Cruz. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que ça devient dangereux. C'est un projectile, une balle de baseball. Il ne faudrait pas frapper la tête de quelqu'un avec ça. Ouais. Il y a des carrières qui ont été terminées de même carrément. Fait qu'à un moment donné, je pense de protéger les joueurs d'un collégial en mettant cette norme-là, c'était correct. Mais je suis toujours surpris de voir que les bâtons de bois ne sont pas là parce que, écoute, j'ai vu le dernier match collégial que j'ai vu aux États-Unis, je pense qu'il y a eu 7 circuits dans la game. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'étais là, je dis, ouais, c'est louche un peu. On n'est pas habitué de voir ce baseball-là au Québec de notre côté. Complètement. Yes, ben merci beaucoup, JP, c'était super le fun. Fait que vous Intéressant. tous, on vous souhaite une belle semaine. Merci, bye.